On accueille Benjamin Camboulive. Je rappelle, bonjour Benjamin, que vous êtes porte-parole d'Alternative Police CFDT. C'est effrayant ce qui s'est passé à Nogent-sur-Oise. Un jeune de 17 ans agonisant sur le parking d'un supermarché après avoir été frappé à la gorge par un objet tranchant, a priori une hache. Il est mort de ses blessures entre-temps et plusieurs interpellations ont d'ores et déjà eu lieu. 2 mineurs interpellés, une gradation, Benjamin Camboulive, dans les armes qu'on utilise. C'est pas la première fois qu'on utilise des haches. On a vu aussi dans la mort d'Elias, qui avait eu ces fameuses machettes samouraï. Il a fallu que ce soit les parents d'ailleurs qui le révèlent. L'ensauvagement, on n'est plus tellement à l'ensauvagement tel qu'on peut le décrire de manière un peu aseptisée. C'est de la barbarie caractérisée là. Oui, parce que ça peut venir de n'importe quoi. Là, c'est l'enquête qui déterminera les raisons initiales de l'acte. Mais est-ce que c'est une querelle ça peut être une querelle pour du stup, ça peut être une querelle pour les filles. Ce qu'il y a de certain, c'est que le rapport à la violence, comme vous le disiez, il a complètement été perverti dans cette partie de la jeunesse parce qu'on a des gamins qui sont ancrés dans des parcours de violence depuis qu'ils sont tout mômes. Bien souvent, c'est à relier ces actes de violence-là avec l'univers du narcotrafic et des gosses qui baignent là-dedans. Mais depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Ils ont vu des trucs atroces depuis leur plus jeune âge. Ils ont vu des viols dans les caves, ils ont vu des meurtres, des violences diverses et variées. Et tout ça, ça nous amène aussi à prendre en compte que pour ce profil de jeunes, le degré de maturité qu'ils ont n'est absolument pas celui du gamin, on va dire, scolarisé, éduqué. Il ne faut pas comparer les deux en termes de maturité. Leur degré de maturité, ils montent en flèche avec la violence à laquelle ils sont confrontés depuis toujours. Ils ont été confrontés trop vite à la violence. Ils sont confrontés depuis toujours à la violence, ce qui a fait monter leur degré de maturité et qui fait également qu'ils sont conscients des actes qu'ils commettent et qu'ils doivent en répondre. Ils doivent en répondre et c'est pour ça que l'excuse de minorité est une aberration pour ce type de profil. Le fait de ne plus avoir de limites, effectivement, de frustration, de cadre familial, tout ça joue. En plus du terreau, parfois de la drogue, et encore tous ne sont pas confrontés aux narcotrafiquants non plus dans ces bandes, dans ces rixes. Pour vous répondre directement, effectivement, la base de tout, la réponse idéale, ce serait la pédagogie, ce serait le cadre familial. Sauf que le cadre familial, il n'y en a pas. Les parents d'aujourd'hui sont les délinquants d'hier, donc ça risque pas de nous aider. Ensuite, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez totalement raison. Mais c'est vrai, vous avez totalement raison. Après-guerre, il y a eu une vague de violence qui a explosé. Et c'est notamment à cause de cela qu'on a eu cette ordonnance des mineurs de 45 à ce point permissive, douce à l'endroit des mineurs violents. Sauf que les mineurs de l'époque ne sont pas les mineurs d'aujourd'hui, qu'on doit amener une réponse et que là, ce qu'on voit, ce qui est patent, ce qui est sous nos yeux, c'est le gouffre entre les peines encourues, les peines prononcées, les peines exécutées. Là, ce qu'on a dans le cas qu'on commente aujourd'hui, c'est un homicide volontaire avec préméditation, potentiellement. Préméditation, pourquoi ? Parce qu'il se balade avec une hache, il ne va pas couper du bois, a priori. Donc, on sait qu'on a environ 30 ans normalement, c'est pas des chiffres exacts, mais grosso modo, c'est 30 ans. Ça va être 20 ans si jamais il n'y a pas l'intentionnalité de l'acte. C'est-à-dire s'il vous explique qu'il ne voulait pas le tuer, il voulait le blesser. Ouais. Il a visé le bras, puis pas de chance, il a pris la gorge. Ça, c'est 15. Ça, c'est... Et après, vous allez diviser par 2, si jamais l'auteur est mineur. Et puis, vous aurez des remises de peine. Donc, entre ce que l'on voit marqué dans le code pénal et ce qui sera réellement... Non, peut-être pas 5-6. Pas quand même. 5-6. Mais 7. C'est l'histoire d'un point de deal qui n'arrive pas à être fermé et qui empoisonne encore la vie des habitants de Saint-Ouen. Vous vous souvenez de cette votation des parents pour cette école maternelle consistant à faire changer les classes de lieu. Eh bien, le trafic de drogue qui a lieu dans la cité Arago, juste à côté de cette école, il continue. Il continue à qui mieux, malgré la présence ponctuelle de la police. Qu'est-ce que vous répondez à ce reportage, Benjamin Camboulive? Déjà qu'on ne peut que comprendre le souhait des gens de voir une police de terrain, parce que si vous amenez en effet, sur le court terme, dans l'immédiateté des effectifs de police, alors oui, vous le soulignez, le trafic va diminuer. Si vous mettez H24 des CRS partout, le trafic, il n'y aura même plus du tout. C'est une réalité. Mais en faisant ça, vous allez uniquement arrêter le trafic à l'instant T, en local, en ponctuel. Vous n'amènerez aucune solution de fond. Ce que vous disiez, la solution de fond, c'est sur l'enquête de police judiciaire. C'est pour aller démanteler un réseau. Ça se fait sur le temps long. C'est-à-dire que vous devez partir et vous faire toute la structure, quoi, du chouf jusqu'au vendeur, jusqu'au grossiste. Il y en a déjà un autre qui voit le jour parce que il a trouvé un biais, parce qu'il arrive avec des gens qui sont vierges tout soupçon à ce moment-là. Donc, la pire des solutions, c'est de ne faire que du travail de surface et pas du travail de temps long. Le travail de temps long, c'est la police judiciaire qui permet de le faire pour démanteler entièrement un réseau. Sinon, à la seconde où vous partez, effectivement, le trafic reprend. Donc vous avez besoin d'un travail d'enquête. Il faut comprendre que le stupéfiant, c'est une matière qui demande des enquêtes. Et que si vous n'avez pas des OPJ pour mener ces enquêtes, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'on demande
à tour de bras la revalorisation de la filière investigation de la police nationale avec un concours dédié pour les OPJ, séparer la filière généraliste avec une prime OPJ intégrée au salaire des collègues pour donner envie de rentrer dans cette matière-là, parce que sans OPJ, on ne peut pas y arriver. J'ai une question très pratico-pratique. Est-ce qu'il y a tant de réseaux que ça, déjà, parce qu'on dit les réseaux... Pour qu'on comprenne, le grand public, moi je m'interroge aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de réseaux ou est-ce qu'on fonctionne en silo, c'est-à-dire qu'il y a 2, 3, 4 grandes familles de mafieux qui tiennent le haut du marché et qu'après, ils délèguent dans leur secteur? Non, il n'y a pas l'imagerie populaire du mafieux chef de la grande structure, c'est du trafic de cité essentiellement. Il y a beaucoup de petits trafics de cité avec leurs organes propres et puis énormément de petites mains. C'est pour ça que la réponse pénale apportée aux personnes qui sont concrètement interpellées, on n'interpelle pas les têtes de réseau. Donc immédiatement, ils sont remplacés par d'autres gamins de cité, par des mineurs isolés, par les gens qui sont employés. Mais il y a bien des revendeurs. Pour parvenir à avoir la marchandise, ça veut dire qu'il y a des grossistes, si je puis dire, de la drogue. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bien entendu, mais pour pouvoir arrêter ces personnes-là, il faut être en capacité d'observer le trafic à l'œuvre, et donc il ne faut pas, paradoxalement, ça peut paraître contre-productif, voire contre-intuitif, mais il ne faut pas de présence policière pour pouvoir voir le trafic se faire. Comme ça, vous voyez les allées et venues entre les clients et les vendeurs. Vous pouvez remonter jusqu'au grossiste, au semi-grossiste, jusqu'à la tête de réseau. Ça prend du temps. Ça prend environ au moins 1 an pour démanteler réellement un trafic. Et c'est pour ça que vous avez cette distinction à faire entre le temps court de la place nette et le temps long de l'enquête judiciaire. Non. Si, y a autre chose. C'est que c'est une lutte qui est internationale. Il faut bien comprendre que ces petits réseaux, parce qu'en fait, il y a beaucoup de petits réseaux, qui incluent 5 ou 6 personnes, avec une tête de réseau, puis quelqu'un qui va s'occuper de la logistique, et puis quelques revendeurs. Eh ben, ces réseaux-là, ils peuvent aller remonter du cannabis d'Espagne, ils peuvent aller redescendre de l'héroïne ou de la cocaïne des Pays-Bas. Ils ont accès très, très, très facilement aux produits. Et donc, évidemment, si on a une lutte juste interne à la France, même en police judiciaire, on n'y arrivera pas. C'est quelque chose d'européen, d'international. Et l'accessibilité de la drogue rend la lutte contre le trafic extrêmement compliquée. Juste un tout petit mot rapide là-dessus, vous avez pleinement raison, mais tant qu'on n'aura pas d'harmonisation européenne sur la politique de légalisation de la drogue, effectivement, ils auront un accès très facile aux stupéfiants. C'est-à-dire que s'il y a des pays où c'est légal et des pays où c'est pas légal, avec un système européen avec des frontières ouvertes, forcément, il faut chercher le stup et le revendre chez nous. Bon, puisqu'on parle d'ultra-violence, à l'école également, le 15e arrondissement de Marseille, lundi a été le théâtre d'un incident où une enseignante a été renversée à la sortie du lycée par un chauffard. C'est presque un cas d'école, si je puis dire, qui participait à un rodéo sauvage. Elle a été blessée, la cheville à l'épaule. Benjamin Camboulive, cette loi, elle est efficace ou pas du tout ? Si vous voulez, si elle était efficace, on n'aurait pas cette multiplication des faits. Si les rodéos se multiplient, c'est parce qu'on a zéro réponse, concrètement. Et c'est pour ça qu'il Et le fait d'aller au contact, ça va changer quelque chose ? C'est plutôt une bonne chose ? Alors, la circulaire, elle vise les refus d'obtempérer. Donc c'est 2 choses distinctes, le refus d'obtempérer et le rodéo, qui est une infraction, on va dire, propre à part entière. Là, ça va nous permettre, dans le cas du refus d'obtempérer, en effet, c'est pas une poursuite, c'est une prise en charge du véhicule. Donc on essaye de le suivre, on appelle les renforts de façon à ce qu'ils viennent l'enserrer, l'enfermer avec un barrage de police. Dans le cadre du rodéo, là c'est différent. Notre revendication principale, c'est le contact tactique. C'est-à-dire la possibilité de faire chuter le conducteur du 2 roues pour l'interpeller. Comme ça se fait en Grande-Bretagne. Comme ça se fait en Grande-Bretagne. C'est une revendication des policiers. D'Alternative Police CFDT, le contact tactique pour les rodéos. Ce que l'on demande, c'est effectivement de pouvoir tout simplement mettre un terme aux dangers qu'ils font courir aux riverains et aux autres usagers de la route. Donc on ne demande pas ça pour faire n'importe quoi. C'est un geste technique, professionnel d'intervention, clairement encadré, avec des policiers formés à cela. Une jeune femme a été interdite d'entrer dans un bus de la RATP par le chauffeur lui-même qui estimait que sa tenue était inapproprié. On va le voir dans l'extrait, il lui dit c'est trop court. Ça s'est passé sur la ligne Joinville-le-Pont-Champigny dans le sud-est de Paris. La vidéo, elle a été relayée par la jeune femme elle-même et sur les réseaux sociaux. Ça a suscité l'indignation générale. Le machiniste, lui, a été suspendu et sanctionné par la régie parisienne. Benjamin Camboulive, ça vous parle ? Bon, effectivement, là, on apprend qu'il y a un code intérieur à la RATP qui ne vaut pas pour tout le monde. Donc, en gros, quand vous êtes dans un bus... Oui, non, mais non, mais c'est pas celui qui s'applique à l'extérieur dans la rue, en fait. Non. Donc, si vous êtes dans un bus ou dans le métro, c'est pas tout à fait les mêmes règles que dans l'espace public. J'entends ce que dit monsieur, ça paraît cohérent, ils ont leur règlement interne, etc.
Là, de ce qu'on a vu des images, moi, là, cette jeune femme, il n'y a rien qui m'a paru de particulièrement choquant. Donc, je ne vois pas en quoi le règlement l'aurait prévu. Donc, manifestement, il y a une prise de liberté de la part de ce chauffeur. Il a été sanctionné, c'est bien parce qu'il y avait une raison. Je pense que voilà, la fin d'événement. On a tout dit. Allez, on va passer à la suite. C'est quand même assez grotesque. Revenons au thème du jour. Ça a beaucoup fait réagir. Ce rapport de 73 pages qui a enfin été public et surtout qui s'est invité directement en conseil de défense à l'Élysée ce matin. Rapport sur les frères musulmans et à la partie politique, on va peut-être y revenir, ce qui s'est passé à l'Assemblée. Mais surtout, il y a Emmanuel Macron maintenant qui monte au créneau et qui dit au ministre « Attention, les faits sont d'une gravité telle qu'il va falloir prendre les choses en main. » Oui, donc ça à faire. Ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas les problèmes. Ils réagissent aux médias. La verbalisation, on le rappelle, dans l'espace public, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. Ce serait une mission supplémentaire pour la police. Une mission supplémentaire sur la police. Alors que vous êtes déjà oui, il y a déjà de quoi faire. Et puis c'est dans les mentalités, en tout premier lieu, qu'il faut travailler, parce que vous demandez à la police de verbaliser pour ça. Le lendemain, vous avez des capuches et des masques anti-Covid et si vous voulez, vous contournez les dispositifs. Non, la réalité de l'entrisme, elle est voilà, dans les esprits. C'est une réalité en France, dans le sport, comme vous le soulignez, même dans les institutions. Nous, dans la police nationale, on a eu le drame avec Michael Harpon. C'est vrai et c'est extrêmement dangereux dans l'éducation, parce que c'est cette éducation qui doit servir de contrepoids face aux idéologies qui arrivent. Un combat culturel, c'est compliqué de lutter contre des idéologies.